Nous sommes avec Michael Briquet, qui est le cofondateur et directeur des opérations de Merci Julie et également vice-président du Conseil national de la profession d'ergothérapeute. Bonjour Michael. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter peut-être votre parcours et ensuite on va présenter Merci Julie. Moi, je suis ergothérapeute depuis 2020. Donc, j'ai commencé mon parcours d'abord en milieu hospitalier. J'ai travaillé en soins de suite et de réadaptation à vocation gériatrique. Et j'ai fait partie ensuite des premiers coordinateurs des CLIC, hein, les centres locaux d'information et de coordination, qui ont été créés au début des années 2000. Donc, j'ai orienté très vite mon parcours sur le domicile et dans le milieu associatif, donc d'abord dans un clic, puis sur la problématique de l'aménagement, de l'adaptation de l'habitat, toujours dans le milieu associatif avec ce qu'on appelle maintenant les SOLIA. Puis après, j'ai développé mon parcours pour faire de la formation, notamment sur les problématiques, ce qu'on appelait avant de la manutention du geste et posture. Et puis j'ai développé comme ça, petit à petit, travail en EHPAD, du libéral, et jusqu'à travailler sur, euh, sur le développement d'une aide technique pour permettre aux personnes âgées de se relever plus facilement de leur fauteuil. Donc j'ai gagné le prix de la bourse Charles Foix avec Cyber Valley en 2013. Et puis voilà, je me suis pris un petit peu ce plaisir là de l'entrepreneuriat, de vouloir être moi aussi à l'origine d'un nouveau service. Et c'est pour ça qu'en rencontrant d'autres structures, Medialis, Ordissimo, on a décidé de créer Senioralis, donc voilà, avec le service Merci Julie, qui se destine à accompagner les seniors, les personnes en situation de handicap dans leurs projets d'aménagement de leur lieu de vie, de domicile, en résidence, en EHPAD. Et donc, on a créé plusieurs offres de services avec des ergothérapeutes qui sont salariés. C'est aussi quelque chose qui nous différencie, hein. On est monté en structure en ESS, hein. On a l'agrément ESUS, d'entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, voilà, il y a une vraie philosophie aussi d'accompagnement de nos salariés, de les former sur ces problématiques-là, parce que la gériatrie, c'est aussi une spécialité qui est très intéressante, qui regroupe de la neurologie, de l'orthopédie, de la cardiologie, parfois de la psychiatrie. Et cette problématique du logement, elle est aussi différente par rapport à d'autres. C'est qu'on est dans un environnement qui n'est pas commun aux professionnels du monde de la santé. On travaille avec des artisans, avec des plombiers, avec des électriciens, avec des architectes. Et pendant nos études, on n'en parle pas beaucoup, et il faut aussi qu'on se familiarise à ce milieu-là et voilà, bien maîtriser cet écosystème médico-social. Donc voilà, on s'est créé au départ en travaillant sur l'Île-de-France, et puis petit à petit, on s'est déployé sur d'autres territoires comme la Bourgogne-Franche-Comté. On est très présent sur cette région-là, et aujourd'hui, on est 35 salariés avec une trentaine d'ergothérapeutes, des travailleurs sociaux. Voilà, on a vraiment aussi voulu créer ce binôme ergothérapeute assistante sociale ou conseillère en économie sociale et familiale pour accompagner les personnes depuis l'origine du besoin, évaluer le besoin chez elles en situation et les accompagner parce que c'est un long process, hein, de mettre en place une aide technique à domicile, de réaliser des aménagements du logement. Donc, on a aussi besoin d'une assistante sociale dans le process pour qu'in fine, les préconisations soient mises en place. Notre travail, ce n'est pas que de faire des préconisations, c'est aussi faire en sorte que la personne ait les aides techniques à domicile et qu'on s'assure aussi de l'efficience de ces aides techniques. Donc voilà, donc c'est un parcours, on va dire, de A à Z où on accompagne les personnes jusqu'au bout. Alors, concrètement, on peut avoir des exemples d'adaptation, d'aide technique dans un logement. Alors, on travaille effectivement, la plupart des demandes, hein, elles sont en lien avec l'activité toilette. Donc, ça, c'est souvent la porte d'entrée de l'ergo, hein. C'est voilà, comment faire en sorte que la personne puisse continuer à faire sa toilette toute seule. La deuxième, c'est le transfert au lit le matin.
le positionnement au fauteuil. Quand on travaille notamment avec des services de soins infirmiers à domicile ou des SAD, on vient souvent nous poser la question de comment on fait pour faire en sorte de pouvoir lever la personne le matin et la mettre au fauteuil. Donc voilà, ça, c'est ces deux portes d'entrée. Donc, un premier travail sur tout ce qui va être autour du lit. Donc déjà, le choix du lit, des aides techniques de transfert, donc comme des barres latérales de redressement au lit, le choix du fauteuil, le choix de l'aide technique de transfert. Donc pareil, il y a pléthore de techniques de transfert qui vont du guidon de transfert, du disque de transfert, du verticalisateur, le lève-personne. Donc voilà, ça s'évalue. Il faut savoir quelles sont les capacités de la personne pour savoir quelles sont les aides techniques qu'on va mettre en place, quels sont les utilisateurs, est-ce que c'est la personne seule, est-ce qu'il y a un aidant, est-ce que c'est un aidant familial, est-ce que c'est un aidant professionnel. Donc voilà, donc on va aussi s'intéresser à tout cet environnement pour pouvoir préconiser la meilleure aide technique. Donc voilà, déjà, ça dans l'univers de la chambre. Et après, dans l'univers de la salle de bain, voilà, la question classique de pouvoir accéder à sa baignoire. Est-ce qu'une aide technique peut permettre de compenser les difficultés avec une planche de bain, un siège pivotant, une barre d'appui qui est surtout bien positionnée, un marchepied, etc. Jusqu'à accompagner la personne aussi sur des travaux de remplacement de baignoire par une douche. Quand on nous appelle sur ces problématiques-là, nous, ce qui est important aussi, c'est qu'on va faire le tour de l'ensemble du domicile. Parce qu'on peut t'appeler pour une problématique chambre ou salle de bain, mais évidemment qu'on va aussi s'intéresser aux circulations, à l'entrée dans l'immeuble, à l'entrée dans le pavillon, dans l'appartement, s'intéresser au couloir, l'éclairage du couloir. Est-ce qu'il y a une main courante? Est-ce que je suis sécurisé la nuit pour aller aux toilettes, pour aller à ma salle de bain, pour aller jusqu'à mon réfrigérateur, boire un verre d'eau? Voilà, on va vraiment s'intéresser aux activités signifiantes de la personne. Quelles sont ses difficultés? Qu'est-ce qu'elle aimait faire avant? Qu'est-ce qu'elle ne peut plus faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle aimerait refaire demain? Et à partir de là, c'est voir avec elle quels sont les aménagements possibles. Donc, ils sont divers et variés. On développe aussi, nous, aujourd'hui, depuis quelques semaines, la problématique sur la basse vision. On a aussi beaucoup de seniors, par exemple, qui portent des lunettes et qui, malgré tout, ne voient pas ou ne voient plus suffisamment pour pouvoir lire une facture, pour pouvoir lire ce qui est écrit sur le four micro-ondes. Et donc, c'est leur donner aussi des solutions, des petites solutions du quotidien, des petites aides techniques, parfois des plus grosses, pour pouvoir rester le plus longtemps possible autonome. Ce qui nous provoque un peu, en quoi est-ce qu'un ergothérapeute est nécessaire pour faire ces évaluations et ces recommandations? Déjà, il y a le rapport Chevalier de Normandie qui a bien posé le contexte par rapport déjà à nos compétences sur le sujet, puisqu'on est vraiment formé dans nos études sur ces questions, sur l'analyse de l'activité. Donc, on est vraiment les professionnels de l'analyse de l'activité, de bien comprendre les déficiences de la personne, ses incapacités à réaliser telle ou telle activité. Et derrière, nous sommes les seuls à vraiment maîtriser l'ensemble des aides techniques qui sont sur le marché. Elles évoluent, donc il faut aussi avoir une veille, il faut tenir une veille technique, une veille technologique. On parle beaucoup aujourd'hui aussi des technologies pour l'autonomie, on parlait des gérons technologies, de la domotique, donc tout ça, il faut avoir une veille. Donc, on est les seuls aujourd'hui à vraiment mener ce travail. C'est un domaine qui est très peu connu des médecins, très peu de médecins généralistes, même pour certains spécialistes, ont la connaissance de ces aides techniques. Certains kinés peuvent avoir des connaissances sur un nombre assez restreint d'aides techniques, mais on est vraiment les seuls à maîtriser ce travail. D'ailleurs, nous, régulièrement, on forme des évaluateurs, notamment des CARSAT, de la CNAV ou des équipes APA, donc qui sont des travailleurs sociaux, assistante sociale, CESF, on a aussi des infirmières, et on voit bien qu'elles connaissent un nombre très restreint d'aides techniques, et pour le reste, il y a une vraie méconnaissance. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de la barre latérale de redressement au lit. Quand on la présente, on nous dit, mais c'est super, ça rend énormément de service. On dit, mais c'est nouveau, ça a 20 ans. Voilà, ça a 20 ans. Donc, petit à petit, ça se met en place. Voilà.
on est effectivement les seuls formés dans notre formation initiale sur ces questions-là. Et donc, pour répondre précisément à la question, voilà, on est indispensable pour intervenir en lien avec ces équipes, pas intervenir seul, hein, en lien avec l'infirmière du SIAD, en lien avec l'aide à domicile, en lien avec l'assistante sociale de l'équipe APA, pour qu'on puisse, de façon globale, s'intéresser à la meilleure aide technique au bon moment pour la personne. Parce que aussi, l'état de santé évolue. Une aide technique a aussi une espérance de vie à domicile. Vous pouvez mettre une aide technique, prenons l'exemple des guidons de transfert, par exemple, pour faire un transfert lit-fauteuil. Vous pouvez avoir une aide technique qui va être valide pendant 2, 3, 4 mois suite à une phase de convalescence. La personne n'en a plus besoin parce qu'elle va mieux. Ou à l'inverse, son état s'empire et il faut modifier l'aide technique et aller vers une aide technique qui répond à ses nouveaux besoins. Donc, c'est aussi ça qui est complexe à comprendre, c'est qu'on intervient, nous, souvent, à domicile sur une intervention parce qu'il y a des problèmes aussi de financement. Et c'est là que ça devient complexe parce qu'on doit, en une fois, essayer de prévoir ce qui va se passer dans 3, 6, 9 mois. Donc, nous, par exemple, avec Merci Julie, on travaille vraiment sur ce continuum de soins pour pouvoir réintervenir régulièrement au domicile pour réévaluer l'aide technique. Vous avez un traitement médicamenteux, votre médecin, il réévalue sa prescription en fonction de votre état de santé. L'aide technique, c'est la même chose. Si vous allez mieux, vous n'avez plus besoin de l'aide technique. Si votre état s'empire, vous avez besoin d'une autre aide technique. Si vous avez un aidant qui lui, est en galère pour utiliser l'aide technique, vous devez aussi le former à utiliser l'aide technique. Prenons l'exemple du lève-personne, ça parle à beaucoup. Vous avez beaucoup de lève-personnes qui sont au domicile des personnes et qui ne sont pas utilisées ou sous-utilisées parce que les utilisateurs, parce que l'utilisateur, ce n'est pas l'aider, hein, ce n'est pas lui qui utilise le lève-personne. C'est l'époux, l'épouse, c'est l'aide à domicile, c'est l'aide-soignante, c'est l'infirmière. Si vous ne les avez pas formés, elle ne l'utilisent pas. Donc voilà, donc il y a un vrai travail dans le temps pour pouvoir accompagner à la mise en place des aides techniques ou des aides technologiques. À vous écouter, je vois la vision globale, les connaissances globales pour répondre à une situation. Est-ce qu'il y a aussi la notion de neutralité, l'ergothérapeute, dans un secteur d'activité qui pourrait être commercial, en fait, et puis avec des solutions qui ne sont pas forcément bien adaptées? On doit être neutre. On doit proposer le choix aux personnes. On préconise. On parle de prescription bientôt, là. Donc, encore une fois, je m'appuie sur le rapport Chevalier et des travaux qu'on mène au niveau de nos associations représentatives. Il y a eu des travaux, notamment à l'Assemblée nationale et au Sénat, on parle de prescription, des aides techniques, donc on avance sur le sujet. Aujourd'hui, on est plus dans la préconisation. Donc, effectivement, il y a une nécessité d'être le plus neutre possible, de laisser le choix à la personne. Alors, quand on a dit ça, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose non plus. On est aussi là pour que les personnes mettent en place l'aide technique. Quand vous préconisez un fauteuil roulant, vous devez faire en sorte que le fauteuil roulant il répond bien aux besoins de la personne. Vous avez différents modèles de fauteuils roulants, vous avez différentes marques. Donc, vous pouvez parfois aussi orienter vers une marque de fauteuil roulant parce que c'est celui-ci qui correspond le plus aux besoins de la personne. Après, libre à la personne d'aller l'acheter en pharmacie, chez un distributeur de matériel médical, chez un distributeur aujourd'hui qui fait aussi de la recyclerie des techniques. Donc après, libre à elle de le faire. Nous, on doit rester neutre par rapport au fait qu'elle aille acheter l'aide technique dans tel ou tel endroit. Après, on peut aussi avoir des préférences effectivement sur des marques parce que vous avez aussi des aides techniques qui ne se valent pas. Vous avez par exemple des guidons de transfert, encore une fois, pour faire le transfert lit-fauteuil, fauteuil-fauteuil, fauteuil-toilette. Vous avez des aides techniques qui ne se valent pas. Donc, nous, on les évalue, on trouve qu'elles sont plus ou moins efficaces en fonction des besoins de la personne. Donc, on va effectivement orienter la personne vers un modèle. Mais là encore, la personne ira acheter ou louer le matériel là où elle le souhaite. Et moi, je n'ai pas de relation avec le distributeur. D'accord. Si on parle maintenant du sujet de la formation des auxiliaires de vie, peut-être déjà présenter, alors l'auxiliaire de vie, on va dire, pour faire simple, c'est la personne qui intervient auprès du domicile d'une personne âgée, par exemple. Premièrement, quelle est votre vision de la formation actuelle? Est-ce qu'elles sont très bien formées? Quels sont les premiers constats sur ce sujet-là?
En fait, moi, je fais de la formation des aides à domicile, des auxiliaires de vie depuis plus de 10 ans. Et effectivement, je constate que les choses ne vont pas forcément dans le bon sens. J'étais lundi dernier dans une grosse structure d'aide à domicile. J'avais 7 à domicile devant moi et sur les 7, il n'y en avait qu'une seule qui avait réellement une formation. Ça veut dire que les 6 autres n'avaient jamais eu de formation pour aller au domicile de personnes. Et au domicile de personnes pour faire ce qu'on peut appeler du soin, parce qu'elles font de l'accompagnement à la toilette. J'en ai une qui fait un accompagnement à la toilette avec une personne qui a des escarres. Elle est aide à domicile sans aucune formation. Des personnes qui accompagnent à la marche, dont une qui ne savait même pas utiliser un cadre de marche. Et donc, elle doit accompagner des seniors qui ont des troubles de l'équilibre avec des risques de chute. Donc, moi, j'ai eu en face de moi des personnes qui étaient désœuvrées, qui ne savaient pas gérer l'agressivité de personnes âgées souffrant de maladie d'Alzheimer. Parce qu'elles ne savent pas que dans la pathologie Alzheimer, vous avez des troubles du comportement. Et dans certains de ces troubles, vous pouvez avoir de l'agressivité. Et en fait, elles l'apprennent pour elles. Donc, elles ont l'impression que les personnes sont agressives envers elles, alors que non. C'est la pathologie qui fait qu'elles ont ces troubles. Et donc, elles le vivent très mal. Et donc, vous avez des personnes qui finissent leur journée, mais qui sont complètement désœuvrées. Ça ne s'améliore pas. Donc, on a de moins en moins de personnes qui ont ces vocations. Enfin, de toute façon, ce n'est pas d'hier. Je veux dire, il y a eu le plan Borloo 2005-2006 de mémoire où on a injecté un nombre important de femmes dans ces secteurs-là, qui travaillaient avant en usine, etc., qu'on a envoyé dans ces secteurs, plus ou moins formés à l'époque, et qu'ils sont de moins en moins. Les structures sont aussi soumises à du turnover. Donc, moi, j'entends des structures qui disent « mais pourquoi les former, puisque dans 3 mois, de toute façon, elle va partir ». Donc, on les forme de moins en moins. Quand on écoute les fédérations, etc., il y a une envie, il y a une volonté. Mais sur le terrain, en tout cas, elles ne sont pas aidées. Alors, nous, on a développé de la téléexpertise. On essaie de les suivre via la vidéo, etc., pour les faire monter en compétences. Ça fonctionne bien quand on le met en place, mais on est aussi soumis à une problématique, c'est que, par exemple, on a encore des aides à domicile qui aujourd'hui n'ont même pas de smartphone, ou quand elles en ont un, elles n'ont pas de forfait, Internet, etc., parce que le SAD n'a pas les moyens de payer un forfait avec Internet à tous ces salariés. Donc, quand on dit on va vous accompagner à distance, on ne peut pas le faire. Donc voilà, là, en plus, la période de la Covid nous a obligés à réfléchir autrement, à travailler autrement. On nous demande aussi d'éviter d'aller au domicile, donc faire les choses à distance, mais elles sont désœuvrées. Donc, j'avais donc 7 personnes, 100% donc des 7 avaient des douleurs. Donc, les 7 avaient des douleurs au dos. J'en avais 3 qui avaient mal aux épaules, les poignets. Voilà, donc tout le monde avait mal quelque part. La moitié avait eu un arrêt de travail sur les 12 derniers mois. Voilà. Et c'est un tableau classique. Voilà. Donc, qui dit arrêt de travail dit désorganisation du service. J'avais 7 personnes en face de moi pendant 7 heures. Déjà, à 9h30, elles recevaient des SMS pour des changements de planning. Donc, elles sont concentrées sur la formation et reçoivent des SMS pour des changements de planning. J'en avais 2 qui, après la formation, partaient travailler. Donc, elles ont fait leur journée de 7 heures de formation. Et à 17h, elles me disent « Mais moi, monsieur, je dois y aller parce que j'ai 3 clients à aller voir. » Comment voulez-vous être concentré sur de la formation quand vous déjà vous recevez des SMS avec des changements de planning, donc déjà, et le soir, vous savez que vous devez encore aller travailler. Donc, je me dis que quand on dit ça, il y a quand même un gros travail à réaliser. Et il y a de quoi faire. Qu'est-ce que vous répondez aux dirigeants de certains SAD qui disent, voilà, moi, je ne vais pas trop former, en fait, les auxiliaires de vie, parce que si je les forme et puis si je leur permets d'obtenir un diplôme, elles vont partir et travailler en EHPAD ou ailleurs. À vous de les fidéliser. À vous de fidéliser vos équipes. À vous de faire en sorte que quand elles travaillent avec vous, c'est intéressant. Je travaille avec une des structures d'aide à domicile
et je forme les nouveaux franchisés, les nouveaux dirigeants. Donc, je vois de quel horizon ils viennent. Hein. Ils viennent. La plupart, d'ailleurs, ne viennent pas du monde médico-social. Au départ, ils n'ont pas conscience. Déjà, ils n'ont pas conscience de ce que sont les troubles musculo-squelettiques, de ce que va être cette notion d'arrêt de travail, de réorganisation perpétuelle du calendrier. Ça veut dire que tous les jours, vous avez un arrêt de travail, donc tous les jours, vous devez organiser. Et en fait, ça leur pourrit leur quotidien. Et ils n'ont pas le temps de mettre en place les formations. Il faut dire aussi que les formations, les financements, c'est un peu une usine à gaz. Hein, parce que pour aller chercher un financement entre l'OPCO, la CARSAT, etc., c'est quand même très compliqué d'aller chercher les bons financements, même s'ils existent. Et donc, de ne pas se lancer dans le processus de formation de leurs équipes, c'est aller au-devant de tous les problèmes. Donc, et puis, si je forme quelqu'un qui ira en EHPAD, eh ben, très bien, il reviendra. Il faut aussi faire le pari qu'il reviendra. Donc, et puis, derrière, je peux aussi bénéficier d'une personne qui a été formée ailleurs et qui viendra chez moi. Voilà, enfin, les gens ont le droit de changer de structure, elles ont le droit de bouger, on a tous des projets de vie différents. Donc, l'argument de dire je ne les forme pas parce qu'elles iront ailleurs, non, c'est pas le bon argument. Aujourd'hui, par contre, aujourd'hui, je comprends que ça peut être parfois compliqué pour un dirigeant de structure de se lancer dans le processus. Nous, par exemple, en Seine-et-Marne, on travaille avec la plateforme SAP 77. On voit bien qu'il y a une dynamique de certaines structures qui viennent chercher de l'information au niveau de cette plateforme. Et on voit que les dirigeants motivés, on arrive à faire les choses. Donc là encore, enfin, il y a une motivation de certains dirigeants. Moi, j'ai des programmes de formation, par exemple. Avec certains dirigeants, ils sont toujours intéressés et on arrive toujours à le mettre en place avec ces structures-là. Donc, c'est que ça fonctionne. Il y a une question d'envie, de motivation et de perception de ces problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, on a aussi des dirigeants de structures qui n'ont pas conscience du problème. J'ai des arrêts de travail, j'ai plein d'arrêts de travail. Ouais, ok, d'accord. Et donc, je traite la conséquence, hein, mais je ne traite pas la cause. Ils ne traitent pas la cause. Donc après, on peut parler de rémunération, on peut parler de revalorisation du métier, d'être mieux considéré. Déjà, d'être bien considéré, ça passe aussi par une formation. Ça passe aussi par le fait que moi, le matin, quand je vais chez une personne âgée, j'ai un minimum de bagages pour pouvoir répondre aux problématiques de cette personne. Et quand vous avez des personnes qui vont un petit peu avec la boule au ventre en disant déjà ce matin, je vais arriver chez une personne qui va m'agresser, comment je gère? Quand je sais que ce matin, je vais devoir faire une toilette, alors qu'on ne m'a jamais appris à faire une toilette, comment je gère? Voilà, enfin, je veux dire, la revalorisation, elle est aussi dans une meilleure considération déjà de l'individu et de la respecter, quoi. Cette approche de la formation des auxiliaires de vie dans les structures, d'après vous, comment vous la voyez? Elle dépend des types de structures, elle dépend aussi de la taille des structures, ou alors c'est du dirigeant, enfin ça dépend de quoi en fait? Pour moi, ça dépend vraiment de la motivation déjà du responsable de la structure. Après, la question, elle est financière. C'est comment je vais chercher les financements. Alors, en fonction des tailles, c'est pareil, hein, il y a des critères en fonction des tailles pour pouvoir aller chercher tel ou tel financement. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu une usine à gaz, hein, pour aller chercher les financements. Quand vous avez des structures, des responsables de structures qui sont motivés, on y arrive. Donc, je ne m'explique pas pourquoi certains SAD sont très motivés et on arrive à mettre en place des temps de formation, et puis d'autres ne le font pas. Après, on va me dire, oui, mais on n'est pas rémunéré sur les temps, etc. OK, très bien. Je vais vous donner des exemples. On est sur un département, par exemple, en Seine-et-Marne, qui nous accompagne sur la sensibilisation des SAD, des auxiliaires de vie, des aides à domicile. Et c'est le SAD, c'est le département qui finance ces temps de sensibilisation. Il le finance. Donc, c'est-à-dire que nous, quand on intervient, ça ne coûte rien au SAD. Il y a même une gratification sur les temps passés. Voilà. En Seine-et-Marne, il y a 160 SAD de mémoire conventionnés. Je trouve, on a parfois du mal à trouver des SAD qui sont motivés pour mettre en place cette formation, cette sensibilisation, alors qu'elle est financée. Elle est financée. Donc, vous avez des SAD qui nous disent à chaque fois, on les appelle, oui, mais venez quand vous voulez, on trouve, voilà. Et ça, voilà. Et puis d'autres, non, mais nous, on sait. Nous, on sait. Bon, non, mais non, ne vous inquiétez pas, nous, on sait.
Vous avez des arrêts de travail? Oui, oui. D'accord. Bon, voilà, le constat, il est là. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on arrive à sensibiliser le dirigeant. Et c'est pour ça que j'aime bien intervenir aussi avec cette grosse structure-là d'aide à domicile. On m'a demandé d'intervenir à la formation des dirigeants et des franchisés pour les sensibiliser tout de suite à cette problématique-là. Voilà. Donc, il faut former les aides à domicile, les auxiliaires de vie, mais il faut aussi former, sensibiliser les dirigeants de ces structures à l'importance de prendre en compte ces problématiques gériatriques, TMS, manutention, gestes et postures, on l'appelle comme on veut, pour leurs salariés. Est-ce que vous avez noté, dans votre expérience, que des auxiliaires de vie qui sont formés sont plus fidèles à leur employeur? Est-ce qu'il y a un lien entre formation et fidélisation du personnel? J'ai pas de recul là-dessus, Frédéric. Moi, ce qui m'intéresse au-delà de la fidélité à l'employeur, c'est déjà qu'elle soit à l'aise au domicile de la personne et qu'elle apporte la meilleure aide aux seniors. Après, que la structure fidélise ses salariés. Puis après, il y a plein de facteurs qui font qu'on est fidèle ou pas à une entreprise. Je pense que la formation en fait partie, mais pas que. Ça c'est évident. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'une personne qui va au domicile d'un senior ait un minimum de bagages, de connaissances en gériatrie. Parce que la gériatrie, c'est complexe. On ne s'occupe pas d'une personne âgée si facilement que ça, en disant c'est une personne âgée, je sais faire une toilette, je sais comment on s'habille, je sais comment manger, je sais comment faire des courses. Oui, c'est pas parce que vous savez vous habiller que vous savez habiller une personne âgée. C'est pas parce que vous savez vous laver que vous savez accompagner une personne pour faire une toilette. La gériatrie, c'est complexe. C'est complexe. Donc, il faut pouvoir faire en sorte que toute personne qui intervient au domicile d'un senior soit formée. On ne peut pas. Parce que moi, quand j'ai découvert, quand je me suis intéressé à ce sujet-là, il y a plusieurs années, hein, je me disais, bon, voilà, il y a un diplôme, enfin, il y a des diplômes, hein. Et puis, j'avais cru comprendre au début que les diplômes étaient obligatoires. Et quand, en fait, j'ai vu des amis travaillant dans ce secteur-là, en fait, sans aucun bagage, avec une mini formation de 3 jours, à s'occuper de personnes handicapées, puis même lourdement handicapées, mais j'ai dit, mais attends, je comprends plus, là. Il y avait des formations qui étaient, peut-être que j'avais imaginé obligatoires, puis en fait, non, il y a tellement un manque de candidats, concrètement, que les SAD acceptent les candidats qui se présentent, hein. C'est une des problématiques. Ouais, c'est un peu ça, c'est ça le problème. Et puis là, la période de la Covid, il y a eu une expérience sur la formation des aides-soignantes. Il y a une expérience à Toulouse pour diminuer le temps de formation des aides-soignantes, parce qu'en manque d'aides-soignantes, donc on diminue le temps de formation. Si la réponse à la pénurie de soignants, c'est de diminuer encore le cursus de formation pour dire qu'il faut aller absolument en EHPAD parce qu'on manque de main-d'œuvre, pas sûr que ce soit la meilleure solution, effectivement. Avec votre recul, à la louche, sur 100 auxiliaires de vie, il y en a combien qui, d'après vous, sont formés correctement d'après votre vision? C'est une minorité, c'est la moitié, c'est la majorité? J'ai bien peur qu'aujourd'hui, ça ne soit pas une minorité. Que ce ne soit pas une majorité, c'est une minorité. Ça serait plutôt une majorité, oui. Ah oui, qui ne serait pas formé, d'accord. Alors, j'ai pas de données. Enfin, j'aime bien moi m'appuyer sur des données chiffrées. J'ai pas de données chiffrées, donc c'est un feeling, c'est un sentiment. Voilà, c'est un sentiment. Après, il y a des structures où justement, je travaille avec des structures qui les forment. Donc, une fois qu'on est sorti de là, ça veut dire qu'elles ont un minimum de formation. Donc certaines avancent bien. D'autres, il y a un gros retard. Donc, j'ai pas de données, d'études statistiques probantes. Par contre, le sentiment que je peux avoir sur des structures-là que je suis actuellement, on voit bien qu'il y a quand même un déficit de formation. Ça, c'est évident. D'accord. Les structures que vous formez, en fait, j'imagine que l'apport que vous faites, bien sûr, c'est la formation, puis l'apport que vous faites, c'est le fait d'aller chercher les financements. J'imagine que vous les aidez à ce niveau-là. Ouais, on les oriente effectivement quand on a connaissance notamment avec les OPCO ou avec des plateformes, notamment SAP, ils peuvent aussi être accompagnés sur les recherches de financement. Ouais.
tout à fait. Est-ce qu'il y a un lien entre formation et puis est-ce que vous avez noté les bénéfices, on peut laisser les bénéfices de la formation, il y a apporter un meilleur service au personnage et savoir quoi faire, etc. Baisse, j'imagine, de l'absentéisme avec baisse des arrêts de travail, j'imagine. On se blesse moins, j'imagine, si on est formé pour aider une personne âgée. Je pense par exemple à quelqu'un qui pourrait relever une personne âgée, qui pourrait se blesser si elle n'a pas été formée à relever une personne. Quels sont les différents bénéfices clairs en fait qu'on voit dans la formation? On a fait une étude avec un SIAD en Seine-et-Marne toujours, où la directrice du SIAD avait relevé qu'elle avait diminué totalement les arrêts de travail en lien avec les TMS. Elle avait pu avoir des arrêts de travail dans l'année, mais les arrêts de travail motivés par des troubles musculo-squelettiques ou une chute avec une personne ou autre avaient diminué pour arriver à 0. Voilà. Donc, on sait que ça fonctionne. Elle avait aussi une montée en compétence de ses équipes. Pareil, aujourd'hui, le monde de l'accompagnement du soin à domicile, on est sur un format hygiène-sécurité. Voilà, faut laver, voilà, il faut être propre et puis il faut être en sécurité, pas tomber. Voilà. Donc, on est avec cette double idée là de dire il faut que la personne soit lavée et puis qu'elle soit en sécurité. D'ailleurs, c'est intéressant de le savoir, c'est que pendant la phase de Covid, en EHPAD, on a vu des gens propres décédés. Hein. Et ils ne sont pas décédés parce qu'ils n'étaient pas lavés. Ils sont décédés parce qu'ils n'avaient plus d'activité. Voilà. Et au domicile, c'est un petit peu la même chose. Hein. Donc, revoir un petit peu aussi cette philosophie de cet accompagnement du soin à domicile, de vouloir toujours aller sur la toilette et la sécurité. Non, ce n'est pas ça la vie. Hein. On peut vivre très bien sans être lavé tous les jours. Il faut aussi avoir ça en tête. Donc, voilà, sortir de ce schéma-là, ça serait déjà pas mal. Donc, accompagner ces équipes-là à mieux comprendre ce qu'est la vie d'une personne à domicile. Et donc, quand on fait ces formations sur le long cours, c'est pareil, on a arrêté les formations de 7 heures, 7 heures, 7 heures, parce qu'il n'en reste pas grand-chose. On essaie de faire des formations dans le temps, des petits temps multipliés. Et donc, ce qu'on nous a dit, voilà, c'est qu'ils avaient ressenti une montée en compétence de ces équipes-là, d'avoir une réflexion qui était autre que par toilette, sécurité, mais réfléchir sur l'aménagement de la chambre, sur l'aménagement de la salle de bain, comment je travaille dans cet environnement. De se dire, bah ouais, effectivement, là il me manque quelque chose. Peut-être qu'une aide technique pourrait permettre à la personne de faire les choses un peu mieux. Peut-être qu'elle pourrait me permettre, en tant qu'aide à domicile, de moins souffrir, à faire un transfert, etc. De leur dire que ça existe et de leur dire qu'elles n'hésitent pas à le signaler à leur structure qui elle-même demande à un ergothérapeute d'intervenir pour faire une évaluation et pour mettre en place du matériel. Donc, on voit bien que quand on les accompagne, les choses peuvent bouger. Les choses bougent. Donc il faut continuer à aller en ce sens. Et justement, si je suis un petit peu l'idée, est-ce que vous croyez que dans les prochaines années, les auxiliaires de vie seront des personnes clés pour détecter les dénutritions possibles et détecter les fragilités à domicile? Certains imaginent former des auxiliaires de vie pour servir de détection et ensuite, après, peut-être passer le relais à un ergothérapeute. En fait, les pauvres, on leur demande plein de choses. On leur demande de détecter les problématiques de chute, les problématiques de dénutrition, des problématiques liées à l'hydratation. Voilà. On leur demande tout un tas de choses. Bon, ouais, à un moment donné, il faut aussi qu'on les accompagne. Parce que c'est compliqué tout ça. Compliqué. Comment je détecte la dénutrition? Comment je détecte la déshydratation? Comment je détecte le risque de chute? Oui, dans mon esprit, ça veut dire qu'ils seront formés pour ça. Mais en fait, est-ce que vous croyez que dans les prochaines années, il y aura une attente, une demande, un intérêt pour cette direction-là, de former ces auxiliaires de vie à détecter ce type de situation? C'est elles qui sont au quotidien au plus près des personnes, effectivement. Donc, est-ce qu'on peut encore leur en demander plus? Je ne sais pas. Je sais pas. Moi, par contre, ce que j'aimerais faire avec elles, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec les départements, on a aussi Malakoff Humanis qui nous soutient sur une expérimentation, c'est de pouvoir faire en sorte qu'une aide à domicile avec un smartphone puisse nous permettre d'être avec elles et justement
l'aider à détecter ça. En fait, nous en tant qu'ergothérapeutes, on est 14 000 ergothérapeutes en France. Hein. On n'est pas nombreux à travailler sur le domicile. Il y aura forcément une problématique démographique entre le nombre d'ergothérapeutes et le nombre de personnes âgées chez qui il faut aller. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Idem pour les infirmières, idem pour les médecins, idem pour les kinés. On a aussi un problème de recrutement d'aide à domicile, puisqu'on voit déjà que toutes les personnes âgées ne trouvent pas d'aide à domicile. Mais en tout cas, moi, j'aimerais effectivement que l'aide à domicile puisse être un vecteur d'information. Je ne lui demande pas de tout faire à ma place, parce que là encore, elle n'est pas là pour tout faire. Par contre, elle peut grâce à sa présence, avec la visiophonie, elle peut me permettre, moi, déjà de faire un premier bilan chez la personne. Détecter dans l'environnement des risques de chute, par exemple. Donc, si je comprends bien, l'auxiliaire de vie serait que la personne âgée à domicile avec un smartphone et un ergothérapeute à distance. On le fait déjà, ça marche. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. On vient la soutenir. On vient la soutenir parce qu'on ne peut pas demander à des personnes, encore une fois, sous-qualifiées, encore plus de choses. Elles ont déjà du mal à faire tout ce qu'elles ont à faire dans le temps imparti. Parce que c'est toujours pareil, hein, vous leur demandez, elles travaillent toutes avec un chronomètre dans la tête. Hein. Donc, à partir du moment où vous leur demandez de nouvelles choses, à un moment donné, vous faites exploser la cocotte. Hein. Non, il faut qu'on les accompagne. Une aide à domicile, elle n'est pas là pour savoir si la personne est hydratée ou déshydratée. C'est le travail d'une infirmière. Est-ce qu'elle mange suffisamment bien ou pas? C'est le travail d'une infirmière. Il faut arrêter avec le glissement de tâches. D'accord. On a des professionnels. Alors aujourd'hui, je sais que c'est la mode aussi de créer des nouvelles professions. On voit des nouvelles professions apparaître. D'ailleurs, on ne connaît pas la qualification de ces personnes-là. Je pense que vous parlez par exemple au peer manager, j'imagine, non? Ouais, vous imaginez bien, Frédéric. Ouais, bien sûr. On a des nouveaux métiers qui apparaissent. Les compétences, elles existent en France. Hein. Vous avez des infirmières, vous avez des assistantes sociales, vous avez des kinésithérapeutes, vous avez des ergothérapeutes, voilà, qui sont tous diplômés. Hein. Voilà. Les compétences, elles existent. Donc, arrêtons d'aller chercher des nouveaux métiers, etc., pour faire des tâches qui sont au départ dévolues à ces professionnels-là. L'hydratation, c'est le travail de l'infirmière, je suis désolé. De demander à une auxiliaire de vie d'aller détecter des problèmes de déshydratation, c'est peut-être beaucoup lui demander, non? Alors, après, qu'elle le fasse en lien avec une infirmière, avec de demander à une aide à domicile de relever tel ou tel point, etc., avec la supervision d'une infirmière, là, pourquoi pas? Que moi, ergothérapeute, je demande à une auxiliaire de vie de me dire si vous avez un problème pour lever une personne du lit, eh ben, ne forcez pas, surtout ne forcez pas. On peut peut-être faire une visio, et puis peut-être derrière, il faudra peut-être aller au domicile pour mettre en place les techniques. Oui, ça, je peux lui demander. Mais si je ne vais pas demander à l'auxiliaire de vie de mettre en place les techniques parce que je pense, non, ce n'est pas son travail. On a des compétences en France. Hein, enfin, je veux dire, encore une fois, les compétences sont là. Arrêtons le glissement de tâches. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des aides à domicile qui ne sont pas formées à réaliser des toilettes. Des toilettes qui, au départ, devraient être réalisées sous la supervision d'une infirmière. Alors, après, c'est l'infirmière libérale qui fait la toilette ou c'est dans le cadre de SIAD avec une aide-soignante. Mais à un moment donné, ce n'est pas une aide à domicile non formée de faire des toilettes. Et pourtant, déjà, si on pouvait résoudre ce problème-là, on parlera des autres problèmes ensuite. C'est mon point de vue. Hein. D'accord, je comprends. Non, c'est le but de l'émission. Une conclusion sur ce sujet-là pour l'émission? Eh ben, j'en reviens à ce qu'on a dit quasiment depuis le début. Il faut reprendre effectivement le parcours de vie, le parcours de soins de la personne. Il faut le reprendre en compte. Nous, on travaille par exemple aussi sur les problématiques de sortie d'hospitalisation. On voit bien qu'il y a une rupture, alors surtout depuis dans cette année Covid, les ruptures de soins entre l'hôpital et le domicile. Et qui est-ce qui reprend à son compte ces problématiques-là? C'est les professionnels du domicile. Et on en revient toujours aux professionnels de SAD. Donc, en fait, vous avez au bout de la chaîne, hein, on en a parlé pendant toute l'année, hein, de ces personnes de première ligne. Hein, et donc, ces structures, c'est les SIAD, les SAD, elles sont démunies. Je pense aussi que le rôle du médecin, on n'en a pas encore parlé, mais le rôle du médecin, pareil. La tête de réseau, c'est le médecin. Hein, c'est le médecin traitant. C'est lui qui, à un moment donné, aujourd'hui, doit prescrire, par exemple, les aides techniques de transfert, le lit médicalisé, etc.
c'est difficile aujourd'hui de trouver dans le bon timing le médecin pour faire la bonne prescription. Donc voilà, donc ce parcours, il est certainement à revoir. Ça fait des années qu'on parle de coordination. Alors là, on a revu les choses, on a fait des PAT, on a fait des DAC. Voilà. L'idée de base, elle est bonne. Et vous voyez, on fait des choses comme ça, puis derrière, on crée des nouveaux métiers, des structures privées qui veulent faire exactement ce que fait le PAT ou DAC. C'est pas très lisible. C'est pas très lisible pour le senior, in fine, pour ses aidants familiaux qui ne comprennent pas, mais qui fait quoi? Ça devient un petit peu complexe. Donc, je pense qu'il faut qu'on retravaille tous ensemble là, sur ce parcours de soins, ce parcours de vie de la personne, que chacun fasse ce qu'il a à faire, le médecin, l'infirmière, le kiné, l'ergothérapeute, l'aide-soignante, l'auxiliaire de vie, voilà, que chacun soit bien formé, l'assistante sociale. Je pense qu'à partir de là, ça peut reprendre le bon chemin. Parce que la démographie fait que va falloir qu'on s'organise. Et là, on est forcé de constater que, par exemple, vous avez quand même des personnes qui sortent aujourd'hui des hôpitaux et qui n'ont pas d'aide à domicile, qui n'ont pas de prescription de kinésithérapeute, par exemple, qui n'ont pas de matériel. Et on les laisse rentrer comme ça chez elles. Et qui est-ce qui prend tout ça à son compte? C'est les aidants familiaux, voilà, et qui font comme ils peuvent. Puis une fois que les mauvaises habitudes sont prises, après, c'est compliqué une fois que vous avez désadapté une personne, parce qu'au final, tout ça, ça conduit à quoi? Ça conduit à la désadaptation de la personne, à son environnement. Voilà. Et derrière, c'est difficile de remonter la pente. Donc, les prises en charge doivent se faire dès le départ, dès les sorties d'hospitalisation. J'ai chuté, je cherche une cause, derrière, je la traite. Et ensemble, on met en place les différents soins, les différentes aides. Et voilà, aujourd'hui, c'est trop décousu. Oui. Super, merci Michael Briquet. Je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur des opérations de Merci Julie et vice-président du Conseil national de la profession d'ergothérapeute. Merci beaucoup. Merci Frédéric, à bientôt.